Bon vendredi et bienvenue sur Friday Night Sports Machine. Plusieurs sports au menu aujourd'hui. Plus tard dans l'émission, vers la fin, nous allons rejoindre notre spécialiste baseball du réseau des sports, soit Marc Griffin. Évidemment, nous allons parler actualité de MLB. Aussi, évidemment, comme à chaque semaine, je vais faire la rétrospective de la semaine du Canadien. On va parler évidemment encore là du match d'hier qui était électrisant. Une belle victoire du Canadien en prolongation. Mais tout d'abord, en studio, nous avons un passionné d'un sport que je ne connais pas nécessairement beaucoup, mais c'est un sport qui est en pleine croissance, spécialement ici au Québec. Il est joueur passionné, comme je vous le dis, c'est également un dirigeant de la Ligue Hockey Deck Anjou avec nous, Kim Voyer. Bonjour Kim. Bonjour. Ça va bien? Oui. Je suis bien content de te voir avec nous. Tu peux me tutoyer, évidemment. On est des chums, comme les boys, dans la chambre après les matchs. Il n'y a pas trop. La nervosité va s'en aller assez vite. Le fameux hockey deck, comme je le confiais tantôt, que je ne connais pas nécessairement, même si j'ai une bonne idée de ce que c'est. Toi, tu joues déjà depuis 20 ans. Tu es très passionné. Ouais, mais dans le temps de 20 ans, c'était plus du hockey gazon. Ça s'appelait pas vraiment encore de hockey. C'était balle trouée, surtout dans des gymnases. Ouais. C'est commencé une ligue à Pointe-aux-Trembles. Okay. J'ai parti avec un de mes amis. On l'appelait la PCHL, la Pointe-aux-Trembles Hockey League. C'est bon, ça sonne professionnel. Ouais, ça sonnait professionnel. On aimait ça. On s'était pogné un petit internet gratuit. Puis on avait 12 équipes, juste des gars de Pointe-aux-Trembles quasiment. Okay. Puis ça a parti de là, puis on jouait 2 fois semaine. Tout le monde avait beaucoup de fun. Il y avait un forum que le monde écrivait. S'amusait à challenger les autres équipes, faire des petits résumés. Puis là, la piqûre a commencé là. Puis après ça, mais ça a évolué. Puis on est rendu aujourd'hui où c'est des arénas construits juste pour du deck hockey. Avec des surfaces pour ça. On est rendu avec des centres qui filment leurs matchs. C'est en pleine la croissance. progression est incroyable. Mais quand tu dis ça évolue, est-ce qu'il y a beaucoup de règlements qui ont été adoptés ou changés au fil des ans? Il y a quelques règlements qui ont été changés vraiment pour le hockey-ball, des petites différences. Oui. Mais sinon, grosso modo, les règlements restent les mêmes depuis une couple d'années. On va parler maintenant de ton rôle, puisque tu es dirigeant. Vous êtes 4, tu m'avais confié. Ça veut dire que la Ligue Hockey Deck Anjou existe depuis quand? Et c'est quoi tes fonctions? Dans le fond, la Ligue Deck Anjou en tant que telle, elle existe depuis 2 ans. Avant, on était COSOM Hockey Ball, qui était une ancienne ligue qu'on a eue pendant environ, je pense que c'est 6 ans de temps. Peut-être environ, je me trompe peut-être, avant de changer de place, dans le fond. C'est une autre ligue, l'HBAM, qui avait un centre de hockey-ball à eux, qui ont expansionné, ils ont racheté une surface de 3 contre 3, puis ils cherchaient une ligue affiliée pour remplir la surface. Nous, on a déménagé là. En déménageant là, nous, on a décidé de changer de nom pour créer un hype et tout. Puis mon partenaire, j'ai un partenaire qui s'appelle Mathieu Barrette. Lui, c'est mon partenaire dans le monde du hockey-ball depuis pratiquement 10 ans. C'est un joueur également. C'est un joueur également, c'est un dirigeant comme moi. Ça fait 10 ans qu'on est partenaires ensemble de hockey-ball. Qu'on a pris la décision de changer de nom pour Ligue Deck Anjou. Ça, c'est en quelle année? Ça, c'est en 2018. Puis ce qui se passait là-bas dans le centre, c'est qu'il y avait notre Ligue Deck Anjou. Il y avait la Ligue comme propriétaire du centre, LHBAM. Puis la Ligue d'une autre personne qui était là-bas, LRH. Nous, la fusion de 3 ligues. La fusion de 3 ligues. Mais nous, la popularité, elle augmentait vraiment vite avec le 3 contre 3 parce qu'on faisait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et tout. Puis on se faisait questionner sur l'autre ligue autour. Puis moi, j'ai vendu le concept à eux qu'au lieu d'avoir 3 ligues sur le même toit qui se compétitionnent pour la même clientèle, on s'assit, on se trouve un terrain d'entente, puis on fusionne les 3 ensemble, puis on devient une méga ligue qui est beaucoup plus forte, a beaucoup plus d'impact que d'être 3 ligues sur le même toit, à se battre pour notre clientèle, puis à se battre contre toute notre clientèle. C'est une approche plus intelligente. Ça me rappelle un peu la LNH qui a fusionné avec la défunte Association mondiale. Mais tu étais tout jeune en 1979. J'étais pas encore là. Si on parlait maintenant des règlements, c'est quoi, disons, la différence avec le hockey sur glace et le hockey deck? La majeure différence au point de vue des règlements, parce que ça se ressemble beaucoup. Ça se ressemble beaucoup, mais ça dépend toujours le format qu'on va jouer. Il y a du 3 contre 3, du 4 contre 4, du 5 contre 5. Ça dépend, il y a des associations dans le deck. Tu as 2 grosses associations, qui est la NBHPA, puis l'autre qui est le hockey QC. Tu en as dans le 3 contre 3. Dans le fond, il n'y a pas de mise au jeu après les arrêts de jeu. On repart la balle en arrière de la ligne. Il y a un délai d'environ 3 secondes de joueur d'unité pour repartir le jeu. Souvent, ça va être ça qui va se poser une grosse différence. Tandis qu'une ligue 5 contre 5, les règlements avec la glace sont pratiquement tous semblables avec des hors-jeux et tout. Tandis que dans le 3 contre 3, il n'y a pas d'hors-jeu, il n'y a pas de dégagement refusé. Le seul temps qu'il y a des mises au jeu, c'est pratiquement tant qu'il y a un but. Ou si un arbitre n'est pas sûr de quand la balle a quitté la surface qui est responsable, des fois il peut dire j'ai décidé de faire une mise au jeu. Fait que, grosso modo, les restes des règlements sont pareils. C'est un slash, t'as pas le droit de donner un coup de bâton. Les bagarres ne sont pas acceptées. Exact. Dans les calibres, je dirais, sauf le calibre open,
il y a pratiquement... Tu peux pas faire finir ta mise en échec. Okay. Dans un calibre plus haut, que les joueurs sont habitués à ça tout, quand ça va dans le coin, le gars... Mais là, vous avez des épaulettes. On n'a pas d'épaulettes, okay. C'est pour ça que... Des petites jambières, peut-être, pour protéger les tibias? C'est pattes, des gants et un casque. Okay. On recommande fortement le port de la grille. Oui. Au deck hockey, la grille qui est vraiment populaire, c'est une grille, puis comme ici, qui protège joueurs, les yeux. Ici, ils se font un trou comme ils enlèvent les lignes ici. Oui. Ou ils vendent des visières spécialisées pour ça, qu'ici, il n'y a pas de grille. Donc, il fait chaud jouer au hockey deck au mois d'août. Au mois d'août, si on joue dehors ou si on joue en dedans dans un centre pas climatisé, comme nous, on joue l'été, il fait chaud. Il est conseillé d'être en forme. Il est conseillé d'être en forme, d'avoir beaucoup d'eau, puis de s'hydrater après avec une bonne bière. Oui, évidemment, ça, je voulais t'en parler un peu plus loin. On va parler de la culture du hockey deck qui doit ressembler encore là, spécialement sur ces détails. La balle, parce que ce n'est pas une rondelle, ce n'est pas non plus une rondelle qui serait plus molle. Le maniement de la balle a l'air de quoi, premièrement? Puis tu dirais, c'est quoi la différence avec le hockey? Il y a plusieurs types de balles, mais la balle la plus commune, c'est une balle comme une dégel, qui est une balle avec de l'eau dedans pour qu'elle rebondisse moins. C'est sûr que contrairement à une puck, la balle, elle va rebondir. L'absorption d'une passe est un peu différente, mais les joueurs, quand ils font une progression entre la glace et le deck, souvent les bons joueurs de glace s'habituent vite à la balle aux petites différences, justement. Comme tu as le poids, veux pas. L'effet carreau, pas seulement sur ton bâton, mais la différence, sinon, on arrête à peu près là. Au niveau des règlements, là, ça a évolué, comme tu disais si bien tantôt. Quels règlements ont changé, disons, dans la dernière décennie? Y a-t-il quelque chose qui a été ajusté? Il y en a tellement. À un moment donné, il y avait les pénalités. Dans les tournois, les pénalités, c'était des tirs de pénalité. Parce qu'ils trouvaient qu'au hockey-ball, au début, l'avantage était trop grand. Dans une unité spéciale, mettons un 3 contre 2. Après ça, ils sont réajustés à ce qu'ils ont remis. Des powerplay 3 contre 2, il y a eu les fusillades d'après-match. Ça suit beaucoup des fois les règlements de Ligue nationale pour après. T'as le bâton élevé, que peut-être que ça touche beaucoup de la différence. C'est que des fois, ils vont donner une pénalité si tu y touches ou tu y touches pas. C'est 2 minutes comme au hockey. Ouais, ben dans le 3 contre 3, des fois, les parties sont plus petites. Comme nous, c'est des parties de 22 minutes. Donc la pénalité va être 1 minute. Avec arrêt de temps? La pénalité est toujours à temps continu et le jeu est à temps continu. Des fois, dans des délais de 5 contre 5, tu peux jouer à temps arrêté. Mais il n'y a pas de joueur de remplacement sur le banc, donc. Si, mettons, tu t'en vas dans ton équipe, mettons, nous, dans notre ligue, dans le 3 contre 3, la majorité des équipes jouent entre 6 et 9 joueurs. C'est comme tu as 3 joueurs sur la surface. Si ton joueur a une pénalité, s'en va au banc des pénalités, tu le perds pendant une minute, comme dans la Ligue nationale, ou n'importe quelle autre forme de hockey, dans le fond. Tu le perds pendant ta minute, puis après, il revient. C'est juste que si tu joues 4-4, parce que 3-3, les games, dans le fond, sont 22 minutes, sont plus courtes. C'est des games plus petits, parce que c'est un jeu qui est beaucoup plus offensif. Fait que si tu manques ton 5 premières minutes de game, ça se peut que ta game soit déjà 4-5-0, puis ta game est finie. Fait que nous, on fait 2 games rapprochés contre la même équipe, qui permettent de te reprendre. C'est intéressant. Ça fait des rivalités, puis des fois, tu t'en vas, mais tu n'as gagné une, perdu. Ben oui. Tu as sorti flat la première, tu as perdu 6-1, mais tu as gagné la deuxième 3-2, tu as travaillé. Si l'autre équipe, des fois, va se dire le contraire, on les a eu faciles. Ça, c'est le concept dans le 3 contre 3. Dans le 4 contre 4, la game est plus longue. C'est 3 fois 15 minutes une partie, c'est 45 minutes. À temps continu. À temps continu toujours, c'est pour ça que là, les pénalités sont 2 minutes. 4 contre 4, la surface est plus grande, donc tu as moins d'offensif. Mais tu as quand même beaucoup de tirs au but, mais c'est beaucoup, beaucoup moins que dans le 3 contre 3, où c'est systématiquement du 2 contre 1, puis des avantages. Puis... On va parler du préjugé. On en parlait avant l'émission. C'est pas nécessairement un sport qui fait appel aux gars qui n'ont pas de patin. Parce que tu as des joueurs de hockey très bons, avec un très bon coup de patin sur la glace, qui jouent au hockey deck aussi. C'est pas vrai que c'est juste pour des gars qui savent pas patiner. Parce que ça, c'est ce qu'on entend souvent. Le préjugé t'avait peut-être de 15 ans, parce que le monde l'exagère au bout, mais à cette heure... moi, je suis vieux, fait que je suis dans le passé. Beaucoup de monde à cette heure, la culture a changé, c'est que je te dirais, les jeunes, quand ils arrivent à 20, 22 ans, ils commencent à jouer au deck, mais ils jouent déjà au deck depuis qu'ils ont 14, 12, 13 ans. Il y a beaucoup de place avec du junior, des enfants de même. Fait ils jouent les deux, ils sont déjà habitués à jouer sa glace puis sur le deck. Fait que quand ils arrivent, ils n'ont plus le préjugé de moi non, je joue pas. C'est sûr qu'il y en a encore. C'est aussi difficile de jouer au hockey deck que sur glace, finalement. Exact. Sauf que l'équipement est moins long à mettre. L'équipement est moins long à mettre, mais tu sais, des joueurs paresseux sur glace qui ont des bons coups de patin qui se donnent 3 coups, qui se laissent glisser, mais au deck, tu peux pas faire ça. Il faut qu'ils courent. Ça glisse pas en espadrille. Ça glisse pas. Si ça glisse, t'es ses fesses puis tu restes là. Vous êtes bien organisé. Je pense qu'une saison, ça débute à quel mois, c'est fini à quel mois en temps normal. Et il y a des trophées puis tout ça. En temps normal, on a 3 saisons par année. Des records. Puis, on a tout. Parce que tout le site internet garde tout en note. Puis on a 3 saisons par année. On a une saison qui fait janvier jusqu'à mai. On a une petite saison d'été, nous, parce qu'on est un centre intérieur. Donc il y a beaucoup de ligues extérieures. Puis l'été, le monde va jouer dehors. Parce que c'est le fun de jouer dehors. Oui, certain. Fait que c'est une saison qui est plus courte, d'environ juin à août.
qui est une autre grosse saison de août à décembre. Okay. Fait qu'on divise ça, nous, en 3 saisons. Les 2 grosses saisons, on va chercher environ entre 140 et 155 équipes. Okay. Nous, on offre à peu près 20 classes. Bon, l'été, on va en avoir environ 80 à 100 équipes. Ça s'adresse aux gens de tous âges? Tous âges, gars, filles... Je veux dire, que tu as 15 ans, 16 ans ou 45, le hockey deck, c'est pour toi. Par contre, on ne te fera pas jouer quelqu'un qui a de 48 ans avec des jeunes de 18 ans. Il y a tellement de catégories offertes. Puis justement, avec l'association qui a créé, chaque joueur est associé à une cote qui se permet à ce qu'il se retrouve dans les bons niveaux. Fait que, on a une équipe, moi je pense une équipe qui joue dans ma ligue, les gars, ils ont tous 45, 50 ans. Puis c'est la même gang qui joue ensemble depuis 15-20 ans. Ça doit jouer en tabarouette. Mais les passes sont là, mais le cardio n'est pas là. On a une catégorie plus faible. C'est quand ils jouent pas avec des petits jeunes qui courent partout. Ils ont de la misère, mais ils circulent la balle, parce que ça fait tout le temps des bons matchs. C'est ça. Puis en vieillissant, on sait mieux doser nos énergies. Des fois, ça va être même plus efficace. Exact. Puis eux sont là pour sortir 1-2 fois semaine de la maison. Ça brise la routine avec la femme. Tu joues avec les gars, prendre une heure après. Puis... Pour essayer de se faire une idée, un score d'une partie âprement disputée, tout à fait normal. C'est-tu comme au hockey, ça va finir 5-4 ou il y a plusieurs matchs de 12-6? C'est tellement varié. La majorité des mettons matchs... de haut calibre. Le haut calibre, je dirais, mettons, nous, on a le haut calibre à la grosse classe le mercredi, je dirais le moyen de score, c'est environ 4-2, 4-3. Des fois, il fait des heures qui donnent du pointage, mais souvent, c'est environ ça, dans des grosses classes. Plus la classe est basse, plus que le pointage devient élevé. OK. Mais évidemment, les gardiens sont moins agiles. Les gardiens, plus d'erreurs, parce que le hockey est un jeu d'erreurs. Exact. Le stock de gardiens a tellement évolué pour le deck. On a des sliders, des affaires pour glisser comme sur la glace. Donc, quand tu arrives dans un calibre plus haut, ton gardien, c'est un gardien justement qui a soit évolué sur glace plus haut, qui est beaucoup plus talentueux. Puis les nets sont plus petits que la glace, donc sont difficiles à... C'est combien par combien? Je pense que c'est 4 par 5. Tandis qu'au hockey, c'est 4 par 6. C'est ça. C'est un peu moins large, mais un petit peu moins haut. Puis une patinoire là, qui serait vraiment réglementaire au hockey deck. Au hockey, c'est 200 par 85. Au hockey deck, ce serait quoi? Ça varie selon les centres. Le standard pour un 3 contre 3, c'est 50 de large pour 100 de long. C'est le standard. Les centres sont différents. Le 4 contre 4, ça varie selon les centres. Nous, en joue, on a 60 par 115. Ce qui est parfait. Tu as des places, ça va être des fois 65 de large, 125 de long. Tu as des places, ça va être 50, 120. C'est intéressant. Ça dépend vraiment des centres. Tu es en train de me donner le goût, Kim. C'est plaisant, on viendrait. Oui, ça va finir par arriver. Ben, arrête de me vous voyer parce que là, j'irai pas, je vais me sentir vieux. C'est ça. C'est la nervosité, je passe du dessus au vous. Ben oui, certain, il n'y a pas de problème. On voit le sérieux de l'entreprise. Maintenant, quand on parle d'inscription et tout ça, qu'est-ce que les gens doivent faire pour s'inscrire, c'est super simple. Si vous voulez inscrire une équipe, le monde va aller sur notre site internet, decanjou.com, inscription, il y a inscription d'équipe sur la catégorie la journée. Chaque joueur doit avoir son passeport NBHPA. Ça, c'est comme que j'expliquais tantôt, c'est ce qui regroupe. Un protocole. Suit le joueur, ça lui donne des assurances, ça lui donne en même temps sa cote. Parce que tu peux avoir une blessure qui survient, et là, ça vient foutre le bordel. Mais ça permet aussi qu'on ne connaît pas tous les joueurs, puis si le gars a joué ailleurs, il y a une cote qui le suit. Ça permet de nous éviter un joueur qui se faufile dans la mauvaise catégorie. Ou qui s'est fait expulser de différentes ligues. Exact. Parce qu'il y a un comportement un peu impulsif. Exact. Ça permet d'aider à faire le ménage. C'est comme tous les sports, on a des tatans. Ben oui. Mais il y en a de moins en moins. Que veux-tu? Maintenant, on va parler un petit peu des blessures. Est-ce qu'on compare les blessures du hockey sur glace au hockey deck? C'est à peu près les mêmes blessures ou il y a une différence remarquée dans le nombre? Au deck hockey, je dirais 80% des blessures, c'est le genou et la cheville. C'est ce que je pensais. Les espadrilles qui figent, ça tourne ton pied. Juste piler sur un bâton. c'est ça. C'est tellement des stop and go et des changements de direction que des fois tu t'en vas, tu fais juste un faux mouvement, une petite affaire vite. C'est énormément de ça. Et toi qui joues depuis 20 ans, t'es-tu blessé sérieusement parfois? Moi j'ai un genou qui est assez magané. Tu joues à quelle position? Moi je suis gardien de but. J'ai un style assez unorthodoxe. Dominique Hachek un peu? Dans ce style-là. Qui croche mais qui arrête les balles. Ça c'est bon. Mais c'est ce qui fait que mon genou paye le prix. Parce que justement j'ai pas une position papillon standard, donc ça me fait plus mal à ça. Puis vu que ça fait longtemps que je joue, le corps paye le prix. Donc les blessures, surtout aux jambes. Pas nécessairement parce que, comme au hockey, tu as reçu une rondelle, parce que la balle, ça doit faire un peu moins mal. Tu as reçu certaines bonnes shots. Il y a des bonnes shots qui font mal. Puis n'oublie pas, les joueurs, ils ont juste un chandail. Il y en a qui vont se mettre des gaines aussi pour les cuisses, pour se protéger, les joueurs ou les défenseurs, surtout pour bloquer des lancers. Mais une balle dans le dos, une balle sur l'épaule, ça laisse sa marque. Tu te laisses pousser le poil, tu peux jouer en short. C'est le truc, mais des fois, ça flotte comme combo. Maintenant, on va parler de la culture, parce que chaque sport a sa culture. Dans le cas du deck hockey, si on faisait une comparaison avec le hockey sur glace,
J'imagine que la bière et les boys après les matchs. C'est sûr, l'esprit d'équipe aussi. Dans le deck hockey, il y a une culture qui est énormément grandissante pour le mix et le féminin aussi que le monde. Okay. Donc, l'après-match, dans le deck hockey, est pratiquement plus important que le match pour ben du monde. Fait que t'as beaucoup de places que le monde s'en vient de jouer, puis ils ont quasiment déjà hâte que la game soit finie. Pour après, ils sont avec les boys, ça jette 2-3 pichets, drop une caisse de bière. T'es en bas, t'es dans le mix, mais c'est des gars, des filles, tu t'amuses, tu fais du fun, ça te fait une belle soirée. Puis oui. let's go, on s'amuse. C'est la fraternité aussi, parce que l'esprit d'équipe, à un moment donné, prend le dessus. Si ça fait plusieurs matchs que tu joues, tu ne connais pas la personne, ben, tu finis par devenir ami, parce que vous défendez la même cause. Ça sent au hockey beaucoup. Dans le deck hockey, les équipes, les joueurs, vu qu'il y a 3 saisons, puis qu'il y a beaucoup de centres, puis que le monde joue quasiment 3 fois semaine, tout le monde joue quasiment avec tout le monde. C'est sûr qu'il y a des rivalités du monde qui s'aiment pas, mais il y a beaucoup de monde qui se connaissent, qui vont jouer ensemble ailleurs, ou qui appellent un remplaçant, puis des affaires. C'est qu'il y a une fraternité quand même assez grande. Puis, il y a beaucoup de tournois, c'est que le monde va se côtoyer aussi dans des événements, prendre des gars à gauche, à droite, faire leur équipe de tournoi. Donc, ça ferait une fraternité qui est différente. C'est le fun, ça. Ça tire à sa fin. On va y aller avec des réponses plus brèves. Tu me parlais des femmes de plus en plus intégrées au deck hockey. Est-ce que tu as des chiffres là-dessus? J'ai pas de chiffres, mais c'est en expansion. Oui, beaucoup d'équipes de femmes. Le mix. Pour une femme qui regarde ça ou une jeune fille qui dit moi j'aimerais adhérer. Le mix est en expansion. Ton chum joue, tu vas t'inscrire pour jouer avec ton chum. Puis c'est plus comme avant qu'on met la fille devant le filet. Non, il y a plusieurs femmes qui sont très bonnes au hockey. Il y en a plusieurs qui sont meilleures que beaucoup d'autres. Il y en a qui sont exceptionnels. C'est un jeu rapide le deck hockey? Selon la catégorie. Oui, évidemment, mais quand on arrive à un niveau assez élevé, je veux dire... c'est très rapide. Tu as besoin d'être en bonne condition physique. Très bonne condition physique, l'exécution est là. Quand on regarde les grosses classes, c'est du jeu pratiquement sans erreur, puis c'est des gars qui exécutent, puis c'est rapide. Mais c'est le fun. Est-ce que dans les séries, ce sont des 3 de 5, des 4 de 7? Ça fonctionne comment? Nous, on joue dans le 3 contre 3. Nos séries, on fait des 2 de 3. Dans le 4-4, c'est des matchs suicides, en fait. Ça dépend vraiment des places, ça dépend des ligues, c'est des choix. C'est intéressant. Des choix de sang. Ça coûte cher jouer au hockey deck parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne veulent plus pousser leurs enfants dans le hockey parce que, exemple, un équipement de gardien de but, c'est exorbitant les prix. Mais si on fait la comparaison avec le hockey deck. Tu vois, le hockey deck, l'équipement de gardien de but, c'est sûr que c'est cher, mais beaucoup de monde vont prendre l'équipement usagé qui va faire le même job que tu modifies pour le deck. Pour un joueur, ça coûte beaucoup moins cher parce qu'on a besoin de bâton, pad, gants, casque. Puis le reste, c'est des fois payer son uniforme, mais des fois on le regarde pendant plusieurs saisons où les capitaines le fournissent. Puis les saisons, le prix ça varie entre 175 et 240 $. C'est beaucoup moins cher qu'une saison sur glace. Puis l'inscription, on peut-tu en parler? Oui, comme j'ai dit, on va parler, c'est pas problème. Ça coûte combien pour s'inscrire? C'est par équipe. Comme nous, en temps normal, c'est autour de 1600 $, 1650 $ pour une saison de 14 parties plus les séries. Donc à peu près 110, 120 par mois. À peu pas. C'est plus pour 3 mois, c'est qu'on dirait, mettons, par saison, par joueur, si on met ça sur 175 joueurs. Par joueur, c'est que si, mettons, vous faites 3 saisons par année, mettons 500 $ pour une journée, mais le monde, ce qu'ils vont faire, c'est ça. Dans le deck, c'est rare que tu vas parler à une personne qui va dire qu'il joue juste dans une équipe. Fait que vu que le coût est moins par saison, ils vont s'inscrire mettons, dans 3 équipes, ça va leur coûter 500 $ mettons, pour 3 saisons totales. Au lieu de jouer une saison sur glace, une ligue de garage qui va te coûter 500-600 $ puis tu vas à la glace le samedi à minuit. En terminant, y a-t-il une ligue de deck hockey professionnelle où ça s'en vient? Ça s'en vient. Parce qu'il va y avoir des commanditaires qui vont vouloir Ligue nationale profiter de la manne. Ligue nationale de hockey-ball sont en lancement. Le repêchage est le 12 juin. C'est le fun, on joue, nous, notre équipe s'appelle les Huskies parce qu'on va avoir une équipe dans la Ligue nationale. C'est le fun, un partenaire qui s'occupe de ça. Tu pourras revenir quand tu veux. Oui, mais je te présenterai mon partenaire. Lui va plus t'en parler de ça va être intéressant. Une petite question personnelle en terminant. Confiant avec le CH qui pousse la série à 6 matchs? J'aimerais bien ça avoir un 7e match lundi, ça serait divertissant. Ça fait longtemps que j'ai pas eu cette ambiance. Oui, tu t'attends une victoire du Canadien. À domicile, j'aimerais bien ça. En terminant, on va plugger pour les gens qui sont à l'écoute puis qui se sentent interpellés, qui voudraient adhérer ou pousser leurs enfants dans le hockey deck. Pour te rejoindre, il y a un site web également, il n'y a pas juste le Facebook. On a le site web de Decanjou qui est decanjou.com. On a une page d'agent libre sur Facebook qui est joueur agent libre Decanjou. Tu vas là-dessus, tu peux marquer que tu veux jouer, quelqu'un va communiquer avec toi pour jouer. Puis bien entendu la page Facebook Decanjou. Bon, ben merci. Longue vie à ton entreprise et beaucoup de succès pour le deck hockey. Ça, j'en ai aucun doute. Merci d'avoir été des nôtres, Kim Voyer. C'était fort intéressant et j'espère qu'on a été chercher peut-être d'autres adeptes parce que c'est un sport qui est en pleine croissance. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Kim. Maintenant, nous allons passer du hockey deck au baseball majeur avec le spécialiste du réseau des sports, Marc Griffin, qui est avec nous. Bonjour, Marc. Comment ça va, mon Stevie? Ça va très bien, toi? Très bien, merci. Sans plus tarder, on va y aller dans le vif du sujet. Moi, j'aimerais avoir un commentaire sur Junior,
soit Vladimir Guerrero, qui semble suivre les pas de son père, est en train de devenir un joueur vraiment électrisant. Écoute, je veux pas m'avancer trop vite, mais est-ce que c'est même plus que Paternel? Parce qu'à l'âge de 22 ans, Paternel, ou en Vladimir Senior si vous préférez, était loin des chiffres que déjà Junior a réussi à mettre au tableau là, dans le baseball majeur. Fait que c'est très impressionnant ce que Vladimir Fils fait parce qu'il n'est pas il y a juste 22 ans. Là. Ben oui. Et il y a 22 ans de frapper avec autant d'autorité. Et lorsque je dis ça, c'est qu'il est aussi parmi les meneurs de tout le baseball pour le nombre de balles frappées à 95 000 à l'heure et plus lorsque la balle sort de son bâton. Alors, c'est pas seulement une belle discipline parce qu'il y a plus de buts sur balle que de retraits sur des prises, mais c'est une combinaison donc de patience, de discipline et de puissance. Alors vraiment, très, très impressionnant ce que Vlad Fils fait actuellement. D'ailleurs, les Blue Jays ont une bonne attaque, mais en grande partie, ça tourne autour de Vlad Junior. Ben moi, j'apprécie le mot discipline, comme tu l'as mentionné, parce que je pense que le fait d'avoir perdu plusieurs kilos, c'est sûr que ça vient aider un tel athlète. Maintenant, si on parlait du rendement des Blue Jays en général, en début de saison, plusieurs blessures. Ils se tiennent quand même à flot, jouent à peine pour 500. Ce matin, je pense qu'ils étaient à 5 matchs et demi de la tête. Ton appréciation du rendement des Blue Jays jusqu'ici? Ben, écoute, honnêtement, j'aime ce que je vois. Tu sais, on a joué sans George Springer. Faut pas l'oublier qu'il est un gros morceau qui va revenir, qui va finalement revenir, puis on espère qu'il va rester en santé. Les points d'interrogation qu'on avait en début de saison, ce sont les lanceurs, autant partants que les releveurs. Honnêtement, avec ce que Ryu, bon, évidemment, qui est un vrai numéro 1 donné, Steven Matz c'est une belle surprise. Robbie Ray, alors ça donne 3 partants de qualité. C'est sûr que la blessure de Nate Pearson, à un moment donné, a fait en sorte qu'on se disait, bon, est-ce qu'on va en avoir assez? Mais là, voyez-vous, on a le plus bel espoir des Blue Jays qui a lancé hier face aux Yankees de New York, qui a lancé 6 bonnes manches. Donc, il y a des choses intéressantes qui s'en viennent au niveau des lanceurs partants aussi. La grande question, c'est au niveau de la relève. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de constance? On allait très bien la semaine dernière lorsqu'on a perdu la série face aux Red Sox et se sont fait balayer face aux Rays. Mais ça reste, moi je trouve qu'ils sont exactement là où ils doivent être, c'est-à-dire, de parler, c'est un match au-dessus de 500. On ne s'éloigne pas des équipes de tête. On va rester à flot à ce niveau-là. Et moi, je suis convaincu, parce que je regarde le différentiel des Red Sox, ils vont rester là, dans la course. Donc, c'est une course à 4 équipes dans la division Est de l'américaine. Ça, je trouve ça fantastique. Marc, jusqu'ici, si on regarde le baseball majeur dans son ensemble, c'est quelle équipe, toi, personnellement, qui te surprend le plus? Ben, il n'y a aucun doute que ce sont les Giants de San Francisco. Oui, les Red Sox ont surpris, effectivement, ben, on savait qu'ils allaient frapper, mais bon, les lanceurs tiennent le coup, ça va bien. J'ai parlé des 4 équipes dans la division Est de l'américaine, mais écoute, personne ne voyait les Giants lutter avec les Padres et les Dodgers de Los Angeles. Donc, très certainement, la surprise depuis le début de la saison. Eux aussi, un différentiel d'à peu près plus 55, donc c'est pas... c'est pas un feu de paille, c'est pas quelque chose là un hasard, on joue bien. Je vous dis pas que ça va rester, on a seulement le quart de la saison de jouer, mais certes que les Giants, c'est l'équipe qui a le plus surpris en ce début de saison. Mais on remarque aussi une division ouest dans la nationale avec 3 équipes ayant 30 victoires. Donc ça, c'est bon pour le baseball majeur. Maintenant, à l'inverse, quelle équipe te déçoit jusqu'ici? Bon, les Twins du Minnesota. Je vous dirais que c'est l'équipe, je pensais, bon, c'est encore une fois, on a joué que le quart de la saison, mais je pensais que les Twins allaient vraiment lutter avec les White Sox de Chicago. Ça a été un très, très lent départ, mais finalement, bon, écoute, on verra ce que ça va donner dans le deuxième quart de la saison, si vous voulez, certes, mais les Twins, certes, l'équipe qui vient tout de suite à l'esprit. Il y a quelques équipes dans la division Est, la nationale, qui c'est coup-ci, coup-ça, mais c'est tellement serré actuellement dans cette division. Je me suis attendu à ce que les Braves soient un peu meilleurs, qu'on puisse profiter davantage des nombreux blessés chez les Mets, entre autres. Mais il n'y a pas une équipe là, qui a décidé de prendre en main cette division-là. Alors pour l'instant, je vais m'en tenir aux Twins. Mais parlant justement des Twins et de leurs adversaires, les White Sox, jusqu'ici, est-ce que tu trouves que Tony La Russa gère bien ce qu'il doit gérer? Est-ce qu'il s'adapte? Est-ce qu'il est rendu un peu plus moderne? Parce que dernièrement, il y a eu une petite polémique. Qu'est-ce que tu penses du rendement de Tony La Russa? Ben, écoute, l'équipe
joue bien. Fait que, à quelque part, tu te dis, ça fonctionne. Mais j'avais mes doutes là, lorsqu'on l'a embauché. J'ai encore un petit peu mes doutes. Et ce que tu as parlé de la semaine dernière, alors que Yermin Mercedes s'était lancé sur un compte de 3 balles aucune prise, alors qu'il y avait une différence de 11 points, puis c'était un lanceur, c'est un joueur de position qui lançait. J'ai pas aimé ses propos, j'ai pas aimé sa mentalité à ce niveau-là. Ça m'agace un peu. Il continue à gagner, fait que je vais me la fermer, mais j'ai l'impression que ça prendrait pas grand-chose pour qu'on sente qu'il y ait une espèce de réticence, parce que ce qu'il a mentionné sur Yermin Mercedes, selon moi, ne fait pas de sens. Et tu as senti les joueurs des White Sox un peu mal à l'aise, sinon pas mal à l'aise vis-à-vis de certains propos de leur gérant. Donc, on va attendre encore un petit peu, mais le fait que l'équipe gagne, bien évidemment, ça atténue là, parfois certaines situations de l'équipe. Alors, on va s'en tenir à ça pour l'instant, mais j'ai encore mes doutes. Maintenant, là, qu'il commence de plus en plus à y avoir des partisans dans les estrades, et on a vu dans un affrontement entre Houston et Los Angeles, les Dodgers, les Astros se faire traiter de tricheurs. Est-ce que tu penses que ça va les poursuivre encore longtemps? Est-ce qu'on peut s'attendre encore à beaucoup de huées? Ben, cette année, oui. Certainement, les gens ont la mémoire... enfin, on se rappelle de l'année dernière, ben, il n'y a pas eu de spectateurs, alors les gens, on dirait qu'on a gardé ça entre eux, puis qu'on s'est dit, on va y aller de l'avant avec une sorte de manifestation. C'est José Altuve qui semble être la cible la plus importante. Écoute, on a joué des chansons, là, I Saw the Sign, à quelques stades, des choses de même. Il y a beaucoup de huées vis-à-vis Altuve. Tu sais, il ne faut pas oublier là, que si tu es un vrai partisan du baseball, évidemment, du baseball majeur aux États-Unis, vrai partisan des Dodgers, des Yankees, les équipes qui ont semblé être, qui ont perdu face aux Astros durant cette saison 2017 ou 2018, on a l'impression que, on en veut beaucoup face aux joueurs des Astros de Houston. Donc, je m'attends, moi, à ce que ça se poursuive une bonne partie de la saison encore, à chaque fois que les Astros vont jouer à l'étranger. Est-ce qu'on se dirige vers un phénomène, c'est-à-dire un lanceur qui terminerait en menant pour les circuits? Parce que moi, je voudrais ton commentaire sur le phénomène Shohei Ohtani. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça parfait. Le baseball avait besoin de ça. Ça fait longtemps qu'il y a des bons athlètes qui pouvaient faire les deux, mais on ne laissait pas faire. On dit qu'au baseball, c'est trop long, la saison, ça va être dur. Ohtani est en train de prouver le contraire. Moi, je trouve ça tellement rafraîchissant. Beaucoup de joueurs actuels et d'anciens disent que c'est le plus bel athlète qui a porté un uniforme de baseball depuis longtemps. Dans un même match, il peut te retirer sur des prises avec une rapide à 100 000 à l'heure, puis dès la première manche, il peut te frapper un circuit où la balle sort à, 117 000 à l'heure de son bâton, à plus de 450 pieds du marbre. C'est vraiment extraordinaire. Il le fait de façon magistrale. Joe Maddon, même si, les Angels vont pas si bien que ça, gère la situation de belle façon actuellement au niveau de Shohei Ohtani. Et s'il peut rester en santé, donc, et continuer de faire ce qu'il fait, pour une saison de 162 matchs. J'espère que ça va faire des petits. Et j'espère que les bons athlètes qui sont au secondaire ou au collège américain actuellement, qui sont aussi bons lanceurs que le frappeur, continuez. Le baseball a besoin de bons athlètes comme ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que pour MLB, pour le baseball majeur en général, ça va être un très bon exemple. Maintenant, il y a des allégations en cours de mensonges de la part du propriétaire des Rays, Stuart Sternberg, qui est maintenant propriétaire à 85%. Est-ce que tu penses que dans le dossier des Expos, ça vient jouer contre nous? Non, ça vient pas jouer contre, je dirais peut-être pas au contraire, mais ça fait jaser. Le baseball majeur va aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Ça ressemble beaucoup, à un peu de manipulation. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? C'est une partie des propriétaires qui n'avaient pas beaucoup de pourcentage, on parle de 9%, qui manifestaient leur mécontentement vis-à-vis de propriétaires. C'est sûr là, que c'est pas blanc comme neige, tout ce qui se passe. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais tu regardes pour les propos, par exemple, des deux maires des principales villes, soit Saint-Pétersbourg et Tampa, qui ont deux idées très différentes de cette bataille, si vous voulez, le juridique. Alors, moi, je m'en fais pas outre mesure. Je sais que le dossier avance relativement bien du côté de Montréal.
On travaille fort en collaboration avec les gens de Tampa. Donc, c'est un dossier qui continue d'avancer. J'ai l'impression que ce dossier-là va un peu perdre de ses couleurs. On verra ce que ça va donner. Est-ce qu'on va vraiment poursuivre? Est-ce qu'on va arrêter les procédures? Toujours est-il que le baseball a tellement hâte de régler ce dossier-là. Pas oublier là, que le bail se termine bientôt. Là. On parle de 6 ans. Vous allez dire 6 ans, c'est long, mais c'est pas si long que ça d'avoir... de faire des plans, construire un stade, faire des choses de même. On est rendu à la limite, là, pratiquement, cette saison 2021. Donc, le baseball va voir que ça bouge rapidement. Là. En terminant, il ne reste plus de temps pratiquement, mon cher Marc. Moi, je voudrais un commentaire sur un joueur qui s'est trouvé une niche parmi les champions du monde, les Dodgers, pour terminer sa carrière, Albert Pujols. Qu'est-ce que tu penses de cette acquisition? Ben, écoute, j'espère que pour Pujols, il va tenir le coup parce que c'est une belle chose de se retrouver avec une équipe qui peut aspirer aux grands honneurs à la Série mondiale. J'espère simplement qu'au bout d'un mois, l'expérience ne sera pas concluante, qu'on va le laisser aller, puis que Pujols termine sa carrière ainsi avec 2, entre guillemets, congédiements consécutifs. Il ne faut pas s'accrocher. En tout cas, j'aime moins voir un athlète comme ça qui s'en va directement au temps de la renommée, s'accrocher. J'espère que ça va fonctionner avec les Dodgers et j'espère qu'on pourra réussir à lui offrir une autre bague de Série mondiale parce qu'il en a déjà gagné une avec les Cards de Saint-Louis. Ben, merci Marc. C'est toujours très intéressant de parler avec quelqu'un qui connaît autant son sport. Je te remercie, comme je te le dis, je te souhaite une belle fin de saison. De toute façon, on va se reparler d'ici là et une belle fin de journée. Merci, Stevie. À bientôt. Merci Marc. Bye bye. Maintenant, on va parler du Canadien, la rétrospective de la semaine, puisqu'on va parler du match d'hier, entre autres. Mais avant ce match, justement, le Canadien a été dominé dans les 2 derniers matchs, le match numéro 3, numéro 4. Ça nous faisait poser des questions. Ça a été 2 performances très difficiles du Canadien et à domicile en plus. Il y a quelques faits aussi particuliers qui nous ont marqués. Dans le match numéro 4, vous avez Brendan Gallagher qui n'a appliqué aucune mise en échec et pourtant c'est censé être son style. Quelques statistiques aussi qui nous chatouillent et qui suscitent notre attention. Pour Philippe Danault, s'il veut un nouveau contrat, il va falloir qu'il fasse mieux, spécialement au niveau des mises en jeu, parce que dans le match numéro 1 et le match numéro 2, si on additionne les mises en jeu contre son adversaire qu'il couvre, Austin Matthews, c'était 19-3 dans les mises au jeu pour le joueur des Leafs. Ça, c'est pas tellement un bon pourcentage. Donc, hier, le Canadien a prolongé sa série, et bien tant mieux. C'est bien repris, justement, une belle performance. On a eu chaud en fin de match. Mais sans perdre de temps, hier, le Canadien a inscrit 2 buts dès le début du match. Il avait inscrit 2 buts en 3 matchs, puis hier, ça a pris quelques minutes seulement à Toronto pour en marquer 2, tant mieux. Mais on voit, c'est encore le syndrome du Dr. Jekyll et M. Hyde. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec la formation du CH. Le but en prolongation était de toute beauté, et c'est peut-être la naissance d'un duo pour l'avenir, soit Nick Suzuki et Cole Caulfield. Et voir en prolongation, dans un match si important, une échappée, mais cette fois, s'il vous plaît, à 2-0, c'était vraiment du gâteau. Un très beau but qui a mis le sourire sur plusieurs partisans, dans le visage de plusieurs partisans ici à Montréal. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé la maturité sur CBC dans l'après-match de Nick Suzuki, qui à la télé parlait du groupe, son groupe de joueurs qui avait beaucoup de leadership. Et ça, on le sait, on a plusieurs vétérans. Et il disait que l'équipe est encore très confiante, donc ça augure bien pour le match de demain. Suzuki, je vous rappelle, c'est le seul joueur de la formation du Canadien de Montréal qui a joué tous les matchs de saison régulière et tous les matchs en série. Donc samedi, demain, devant quelques partisans, enfin, là, ça fait plus d'1 an qu'il n'y a eu aucun partisan au Centre Bell, ça va faire du bien. On a bien hâte aux résultats. Maintenant, si on regarde un petit peu dans la LNH, dans son ensemble, au niveau des séries éliminatoires, il s'est passé certaines choses, certaines surprises. Moi, ce que je n'aime pas, c'est les gens, quand on parle de back-à-back, puisque dans la série Canadien-Toronto, c'est la seule série où il y a eu ce qu'on appelle un back-à-back, c'est-à-dire 2 matchs en 48 heures. Je vais vous rappeler, moi, que dans les années 70-80, quand il y avait un 4-2-7, le match 1 et 2 étaient joués en 48 heures, il y avait une pause. Le match 3 et 4 étaient encore joués 2 matchs en 2 jours. Puis, s'il y avait un match numéro 5, 6 et 7, là, il y avait un intervalle. Mais avant, c'était 4 matchs en 5 jours pour débuter les séries 4-7. Alors, je pense pas que c'est un petit 2 matchs en 48 heures dans une série éliminatoire qui va faire que les joueurs sont peut-être maltraités, même si c'est une saison qui a été très condensée. Maintenant, si on regarde dans les séries au travers toute la Ligue, ce qu'on remarque jusqu'ici, c'est le rendement des Penguins de Pittsburgh qui se font sortir dès la première ronde, et je pense que c'est pour la 4e saison d'affilée.
L'heure sera aux décisions. Vous avez un joueur qui vieillit, même s'il est encore très bon, Evgeny Malkin. Il y aura vraiment des choses à penser de son côté, du côté de la direction, mais vous pouvez être certain qu'avec Brian Burke comme président et Ron Hextall comme directeur gérant, des gars d'expérience, ils auront leur plan de rénovation, ils seront actifs à ce niveau cet été parce que les dossiers à suivre seront à traiter du côté de la direction, ça c'est sûr. Il va se passer beaucoup de choses du côté des Penguins de Pittsburgh. Et chose certaine, le Lightning de Tampa Bay serait très difficile à vaincre parce que c'est une équipe qui représente carrément un rouleau compresseur, aucune faille. On a vu aussi le retour fracassant de Nikita Kucherov. 11 points dans sa série contre les Panthers. On voit que ce joueur est vraiment dominant. C'est une série qui était quand même très intense. Et quand on regarde dans l'Ouest, il me semble personnellement qu'une finale Tampa Bay-Colorado, c'est ce qui s'en vient et ce serait explosif, ce serait parfait et délicieux. Donc, ça complète pour cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Ici Stevie Ray. Bon week-end.